Et si votre vie pouvait changer en un seul instant? Non pas grâce à un billet de loterie ou à un coup de chance, mais à cause de qui vous êtes lorsque vous pensez que personne d'important ne vous regarde. Pour Clara Dubois, une serveuse de 24 ans noyée sous les dettes et le désespoir, la vie était un cycle implacable de longues journées de travail, de factures médicales qui s'accumulaient et de l'espoir déclinant pour l'avenir de son jeune frère. Elle n'avait aucune idée qu'un homme calme et solitaire qui s'asseyait dans sa section tous les mardis n'était pas un client comme les autres. Il était un juge invisible, et elle passait un test. Un test de caractère, de patience et de grâce sous pression. Ce n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de la façon dont un soir ordinaire, un client impossible et un milliardaire se cachant à la vue de tous sont entrés en collision pour changer la vie d'une jeune femme à jamais. Le réveil sur le téléphone de Clara Dubois était un oiseau strident annonçant un autre jour qu'elle ne pouvait pas se permettre de manquer. 6 heures du matin. La lumière de l'aube parisienne filtrait à travers sa petite fenêtre sale, projetant de longues ombres sur le minuscule appartement qu'elle partageait avec sa mère, Sophie, et son jeune frère, Léo. L'air était chargé de l'odeur de vieux papier et de la faible senteur antiseptique du nébuliseur de Léo. Clara sortit ses jambes du lit, ses muscles endoloris d'une manière qui semblait bien trop vieille pour ses 24 ans. Un rapide coup d'œil au tableau de liège au-dessus de son bureau était son rituel matinal de torture auto-infligée. Épinglées là, se chevauchant comme des feuilles mortes, se trouvaient les factures, le loyer en retard, l'électricité menaçant d'être coupée, et celle qui lui nouait l'estomac en un nœud serré et douloureux, les factures de l'hôpital. Des enveloppes épaisses de couleur crème remplies de chiffres qui ressemblaient plus à des distances astronomiques qu'à des montants monétaires. Léo, à 16 ans, était censé s'inquiéter des examens du bac et d'inviter des filles à sortir. Au lieu de cela, sa vie était un emploi du temps de rendez-vous chez le médecin, de séances de kinésithérapie respiratoire et d'horaires de médication. Il était atteint de mucoviscidose, une maladie génétique progressive et implacable qui attaquait ses poumons et son système digestif. Chaque respiration qu'il prenait était une victoire, et chaque victoire avait un prix. « Bonjour, ma marmotte. » La voix de sa mère, perpétuellement fatiguée mais toujours douce, venait de la petite cuisine. Sophie était déjà levée, préparant le déjeuner de Léo pour son lycée, mesurant soigneusement les enzymes pancréatiques dont il avait besoin pour digérer sa nourriture. « Bonjour, maman », marmonna Clara en enfilant son uniforme, une chemise blanche impeccable et un pantalon noir. Elle travaillait à la Cuillère Dorée, un bistrot du 9e arrondissement qui accueillait un mélange de déjeuners d'affaires et de touristes. Le nom était plus chic que l'endroit lui-même, mais il payait les factures, ou plus précisément, il en payait une fraction. Son service ne commençait pas avant 11 heures. Mais d'abord, elle avait un autre travail. De 7h30 à 10h30, elle était promeneuse de chiens. Les 150 € supplémentaires par semaine faisaient la différence entre faire les courses et sauter des repas. Alors qu'elle lassait ses baskets usées, Léo sortit de sa chambre en traînant les pieds, une petite toux sèche secouant sa silhouette mince. « Salut, Clara. »« Salut, mon grand. » Elle força un sourire éclatant, prêt à déchirer à ce contrôle d'histoire. Il leva un pouce faible. Aussi près que je pourrais jamais l'être. Tous les trois avaient une routine matinale silencieuse et chorégraphiée, née de la nécessité. Sophie se concentrait sur Léo, s'assurant qu'il mettait son gilet, un appareil d'oscillation à haute fréquence de la paroi thoracique qui aidait à désagréger le mucus dans ses poumons. Clara préparait le café, emballait son propre maigre déjeuner et préparait son uniforme de la Cuillère Dorée. La tension tacite dans l'appartement était une chose constante, un bourdonnement permanent. C'était la peur de la prochaine infection, du prochain séjour à l'hôpital, de la prochaine facture qu'ils ne pourraient pas payer. Leur mutuelle, un contrat de base, était une passoire avec des franchises élevées et une liste frustrante de traitements expérimentaux non remboursés. L'un de ces traitements, une nouvelle thérapie modulatrice développée par une équipe dirigée par un médecin de renom, le docteur Isabelle Fournier, était le meilleur espoir de Léo. C'était aussi financièrement impossible, une étoile lointaine dans une galaxie de dettes. Après avoir promené 3 chiens différents, un golden retriever hyperactif nommé Max, un couple de caniches jappeurs et un bulldog grincheux nommé Winston, Clara se précipita chez elle, se doucha en 5 minutes et enfila son uniforme de serveuse. Le trajet en métro jusqu'à son travail était un flot de visages, chaque personne perdue dans son propre monde. Le monde de Clara était une feuille de calcul de dépenses et une prière pour de bons pourboires. La Cuillère Dorée bourdonnait déjà quand elle arriva. Son amie et collègue, Marie, polissait des couverts au poste de service. « Matinée difficile ?» demanda Marie, ses yeux pleins de sympathie. Comme d'habitude, soupira Clara en nouant son tablier. Winston le bulldog a essayé de manger un pigeon. Entier. Marie gloussa, mais son rire s'éteignit rapidement. Comment va Léo? Il va bien. Il tient le coup.
Juste fatigué. C'était le mot qu'elle utilisait toujours. C'était plus facile que de dire effrayé. Le coup de feu du déjeuner était un chaos contrôlé de prise de commande, de remplissage de verres et d'apaisement de clients impatients. Clara se déplaçait à travers tout cela avec une efficacité née de l'habitude. Elle était douée pour son travail. Elle pouvait se souvenir de commandes complexes, anticiper les besoins d'un client et maintenir un comportement agréable, même quand ses pieds lui criaient grâce et que son esprit était fixé sur une facture d'hôpital. C'était pendant l'accalmie de fin d'après-midi, cette période calme entre le déjeuner et le dîner, qu'il apparaissait souvent. L'homme dans la banquette du coin. C'était un habitué du mardi, aussi fiable que le menu des spécialités. Il devait avoir la fin de la cinquantaine, toujours impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, mais jamais ostentatoire. Il avait des cheveux gris argentés, des yeux doux qui semblaient contenir une pointe de tristesse, et il s'asseyait toujours seul, face à la fenêtre. Il commandait la même chose à chaque fois, un café noir et la soupe du jour. Il n'utilisait jamais son téléphone. Il ne lisait jamais de journal. Il restait simplement assis, sirotait son café et regardait la ville passer. Pour Clara, il était simplement Monsieur Mardi. Elle ne connaissait pas son nom. Il payait toujours en espèces, laissant un pourboire précis de 20%. C'était un client agréable, nécessitant peu d'attention, une petite île de calme dans sa journée trépidante. Elle s'approcha de sa banquette. « Bonjour. La même chose que d'habitude pour vous aujourd'hui ?» L'homme leva les yeux et un petit sourire poli effleura ses lèvres. « Bonjour, Clara. Oui, s'il vous plaît. Et quelle est la soupe aujourd'hui ?»« C'est une soupe de tomates rôties au basilic, » dit-elle. « Elle est vraiment très bonne. »« Cela semble délicieux. Merci. » Son nom était Julien Moreau, un nom qui, s'il était prononcé dans les salles de conseil de la Défense ou les galas philanthropiques de l'avenue Foch, aurait commandé une attention et un respect immédiat. En tant que PDG et fondateur de Moreau Entreprises, un empire mondial de la technologie et de la logistique, sa fortune nette était un chiffre avec 10 zéros. Mais ici, à la Cuillère Dorée, il n'était qu'un homme silencieux avec une histoire triste. Ce bistrot, des années auparavant, avant qu'il ne soit doré, était un simple petit restaurant. C'était là qu'il avait eu son premier rendez-vous avec sa défunte femme, Éléonore. Elle était décédée 3 ans plus tôt, après une longue bataille contre le cancer. Sa visite hebdomadaire était un pèlerinage, un rituel silencieux pour se sentir proche de sa mémoire. Il venait pour se souvenir d'une époque plus simple, avant les milliards, quand leur avenir était une page blanche. Il observait Clara pendant qu'elle s'éloignait. Il n'observait pas seulement la ville. Il l'observait elle. Il l'avait remarquée il y a des semaines. Il voyait la légère lassitude dans ses yeux, les semelles usées de ses chaussures, mais aussi la chaleur authentique de son sourire quand elle parlait à un couple de personnes âgées, la patience dont elle faisait preuve avec une famille aux enfants criards. Elle lui rappelait Éléonore, non pas par son apparence, mais par son esprit. Il y avait une force tranquille, une résilience, une décence innée en elle. Aujourd'hui, cependant, Julien Moreau n'était pas seulement là pour se remémorer. Il avait un but. Il avait décidé d'intervenir dans sa vie, mais pas de la manière dont la plupart des milliardaires le feraient. Il n'allait pas simplement signer un chèque. C'était trop facile, trop impersonnel. Éléonore avait toujours cru que la vraie charité ne consistait pas à donner de l'argent, mais à investir dans les gens. D'abord, il devait en être sûr. Il devait voir son caractère mis à l'épreuve, voir si la grâce qu'il percevait était réelle ou juste un vernis professionnel. Et il savait que le test parfait était sur le point de franchir la porte. À précisément 15h15, la cloche au-dessus de la porte du bistrot retentit agressivement. L'homme qui entra était l'incarnation humaine d'un trader agressif, les épaules larges, les cheveux gominés en arrière, portant un costume d'un prix offensant et une oreillette Bluetooth qui clignotait avec suffisance. Il balaya la salle à moitié vide d'un regard dédaigneux, comme s'il s'attendait à un tapis rouge. Une table, maintenant, aboya-t-il à l'hôtesse qui sursauta. Il fut placé dans la section de Clara, dans une banquette juste en face de Julien Moreau. Marie se pencha vers Clara au poste de service. « Oh, prépare-toi. C'est Henri Duval, un type de la finance. Il vient parfois et terrorise tout le monde. Il se plaint de la température de l'eau. »« Compris, » dit Clara en prenant une profonde inspiration. Elle afficha son sourire professionnel et s'approcha de la table. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous servir quelque chose à boire pour commencer ?» Monsieur Duval ne leva pas les yeux de son téléphone, qu'il faisait défiler avec des gestes furieux de son pouce. De l'eau pétillante, de la badoie, pas du Perrier. Et assurez-vous que le citron soit fraîchement coupé, pas un de ces tristes morceaux au bord brun que vous laissez traîner toute la journée. Bien sûr, monsieur, dit Clara, son sourire ne faiblissant pas. Depuis sa banquette d'angle,
Julien Moreau observait l'échange. C'était le catalyseur. Il connaissait Henri Duval. Moreau Entreprises avait récemment envisagé puis rejeté un partenariat avec la firme de Duval. Leur rapport de diligence raisonnable avait décrit Duval comme brillant, impitoyable et possédant le compas éthique d'un requin. Il était parfait. Clara revint avec l'eau, la posant doucement. Duval prit le verre, le fit tourner et but une gorgée. C'est à peine frais. Vous venez de verser ça d'une bouteille qui traînait sur le comptoir? Non, monsieur. Elle vient directement du réfrigérateur. Je peux vous apporter un verre avec des glaçons si vous le souhaitez. Non, je ne veux pas un verre avec des glaçons. Je veux de l'eau froide. Est-ce un concept difficile? Lança-t-il. Laissez tomber. Quelle est votre entrecôte du jour? Notre spécialité aujourd'hui est une entrecôte avec une réduction au vin rouge, servie avec une purée de pommes de terre à l'ail rôti et des asperges, récita calmement Clara. Bien, je prendrai ça. Saignant. Et je veux dire saignant. Rose tout du long, centre tiède. Pas rouge et froid, pas une once de brun. Si votre chef ne peut pas gérer ça, dites-le-moi maintenant pour que je ne perde pas mon temps. Notre chef est excellent, monsieur. Je suis sûr que ce sera à votre goût, dit-elle, sa voix égale. Julien but une lente gorgée de son café, ses yeux ne quittant jamais la scène. Il vit la légère crispation de la mâchoire de Clara, le contrôle discipliné de sa posture. Elle absorbait l'hostilité de l'homme sans la lui renvoyer. C'était comme regarder une digue tenir bon face à une vague déferlante. L'entrecôte arriva. Clara la posa devant M. Duval avec un poli « Bon appétit, monsieur ». Duval prit son couteau à steak, trancha au centre même, écarta les deux moitiés. Il la fixa un long moment. Du point de vue de Julien, elle semblait parfaitement cuite. « Qu'est-ce que j'ai dit » dit Duval, sa voix dangereusement basse. Il pointa l'entrecôte avec son couteau. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à point. Il y a du brun sur les bords. Êtes-vous sourde ou simplement incompétente? Monsieur, je peux vous assurer que j'ai passé la commande exactement comme vous l'avez demandé, dit doucement Clara, son cœur commençant à battre la chamade. Elle savait que cela allait arriver. Si ce n'est pas à votre satisfaction, je serais heureuse de la ramener en cuisine pour qu'il vous en prépare une autre. Oh, vous seriez heureuse de le faire, ricana-t-il, sa voix s'élevant, attirant l'attention des quelques autres clients. Pour que j'attende encore 20 minutes pendant que votre excellent chef essaie de comprendre la différence entre rose et brun. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Il regarda autour de la table, ses yeux se posant sur sa coûteuse cravate en soie. Puis, dans un mouvement un peu trop délibéré, son coude heurta son verre de vin rouge plein. Il décrivit un arc parfait, éclaboussant la nappe blanche, et de manière plus spectaculaire, tout le devant de son costume gris clair et sa cravate. Rivé sur elle. Elle se sentit petite, exposée et totalement vaincue. Elle commença lentement à débarrasser la table désastreuse, ses mains tremblant alors qu'elle ramassait les serviettes imbibées de vin. Marie se précipita. « Clara, ça va? J'ai tout vu. Il a fait ça exprès. Le monstre. »« Je vais bien, » murmura Clara, sans la regarder dans les yeux. « Ce n'est rien. » Elle porta l'addition à la caisse. Le gérant, un homme perpétuellement stressé nommé David, avait vu la fin de la confrontation. « Ne t'inquiète pas pour ça, Clara, » dit-il, son ton étonnamment doux. « Ce type est un connard notoire. On ne retirera rien de ta paie. » Mais le mal était fait. L'humiliation persistait comme une odeur nauséabonde. Elle termina son service dans un brouillard, le sourire professionnel lui pesant comme du plomb sur le visage. Alors qu'elle nettoyait sa dernière table, elle remarqua que l'homme silencieux dans le coin, M. Mardy, était parti. Elle se dirigea vers sa banquette pour la débarrasser. La tasse de café était vide, le bol de soupe propre. Sous la soucoupe, il y avait une pile nette de billets. Elle la ramassa pour la compter. C'était sa soupe et son café habituel, une note d'environ 12 €. Elle compta l'argent. 100, 2 cents, 3 cents, 4 cents, 500 €. Clara fixa les 5 billets de 100 €. Son souffle se coupa. Ce devait être une erreur. Une erreur énorme, insensée. Il avait dû sortir les mauvais billets. Elle regarda autour d'elle frénétiquement, espérant le voir revenir, mais la rue à l'extérieur n'était qu'un flou de piétons anonymes. 500 €. C'était plus que son salaire de promeneuse de chiens pour 3 semaines. C'était une facture d'électricité. C'était une part importante de leur budget mensuel pour les courses. C'était une goutte d'eau dans l'océan de leur dette médicale. Mais à cet instant, cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Son premier instinct, une réaction viscérale puissante, fut de courir après lui, de rendre l'argent. Ce n'était pas juste. Cela ressemblait à de l'argent de pitié,
une aumône après la scène que Duval avait provoquée. Mais il était parti. Elle resta là, tenant l'argent, son esprit en ébullition. Qui était cet homme? Pourquoi ferait-il cela? Pendant un bref et vertigineux instant, elle sentit une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas tout à fait de l'espoir, mais c'était une fissure dans le mur de son désespoir, laissant entrer un unique et déconcertant rayon de lumière. Les 500 € semblaient illicites dans sa poche, un lourd secret alourdissant son tablier. Le service de Clara se termina dans un brouillard de confusion. Elle montra l'argent à Marie, dont les yeux s'écarquillèrent. « Pas possible !» souffla Marie. Le type silencieux, Monsieur Tristesse. « Il a dû faire une erreur !» insista Clara, bien qu'une partie d'elle commençait à se poser des questions. Personne ne laisse un pourboire de 500 € sur une note de 12 €. Peut-être qu'il a vu ce que cet enfoiré de Duval a fait et qu'il s'est senti mal pour toi, suggéra Marie. Genre, de l'argent pour restaurer ta foi en l'humanité. Mais qui se promène avec autant d'argent liquide et le laisse simplement comme ça? L'esprit de Clara s'emballait. Son honnêteté innée était en guerre avec son désespoir écrasant. L'argent pouvait être utilisé de manière immédiate et critique. Il pourrait payer la prochaine recharge de médicaments coûteux et non génériques de Léo sans avoir à utiliser la carte de crédit qui était déjà à son plafond. Elle opta pour un compromis. Elle mettrait l'argent dans une enveloppe, écrirait pour le monsieur de la banquette du coin, mardi, dessus et la laisserait à son gérant, David. Si l'homme revenait, elle serait là pour lui. S'il ne revenait pas, eh bien, elle aviserait la semaine suivante. C'était la seule chose qui lui semblait juste. Elle tendit l'enveloppe à David, lui expliquant la situation. Il la regarda, impressionné. « Tu es une bonne gamine, Clara. » La plupart des gens auraient empoché ça sans réfléchir. Le chemin du retour lui parut différent. Le poids du monde était toujours sur ses épaules, mais la piqûre aiguë de l'humiliation de l'après-midi avait été apaisée par l'acte de générosité déconcertant d'un étranger, même si elle essayait de le refuser. Une semaine passa. La vie reprit son rythme éreintant. Léo eut quelques jours difficiles, sa toux s'aggravant et l'ombre d'une éventuelle visite à l'hôpital planant au-dessus d'eux. L'enveloppe à la cuillère dorée resta intacte. Monsieur Mardi n'était pas revenu. Clara se surprenait à scruter le restaurant chaque après-midi, une boule d'anticipation dans l'estomac. Le lundi suivant, David lui rendit l'enveloppe. « Il ne reviendra pas la chercher, Clara. Elle est à toi. Tu l'as méritée. » Elle finit par l'accepter à contre-cœur. Ce soir-là, elle paya les médicaments de Léo en espèces. Le soulagement fut si profond qu'il la fit presque pleurer. Que cela pouvait être lié. Est-ce que Monsieur Mardi pouvait être ce bienfaiteur anonyme? L'idée était si extravagante qu'elle la rejeta immédiatement. C'était juste un homme silencieux et gentil qui avait eu pitié d'elle. Ce n'était pas un millionnaire excentrique. Pendant 2 jours, la lettre resta sur le comptoir de leur cuisine, un phare d'espoir impossible et de profonde suspicion. Clara ne pouvait s'empêcher d'y penser. Au travail, elle était distraite, manquant de faire tomber un plateau de verre. À la maison, elle se surprenait à fixer l'enveloppe. Finalement, poussée par Marie, « Qu'est-ce que tu as à perdre? Va juste écouter. Ne signe rien. » Et par l'espoir désespéré de sa mère, Clara appela le numéro. Elle fut mise en relation avec une secrétaire à la voix nette et professionnelle, qui lui fixa un rendez-vous pour le lundi suivant. Les bureaux du cabinet Bernard et Associés se trouvaient au 40e étage d'un gratte-ciel surplombant le parc Monceau. Le hall d'entrée était une symphonie de marbre, de laiton poli et de silence feutré. Clara, dans ses plus beaux vêtements non uniformes, une simple robe noire et des ballerines, se sentait complètement déplacée. Elle fut conduite dans une salle de conférence avec une baie vitrée qui semblait avaler la moitié du ciel. Maître Arthur Bernard se leva pour l'accueillir. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs clairsemés, au costume sévère et aux yeux qui semblaient évaluer et calculer tout ce qu'il voyait. Il était poli mais n'émettait aucune chaleur. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Il désigna un grand fauteuil en cuir. Clara s'assit sur le bord, serrant son sac à main. « Je serai direct, car je suis sûr que vous êtes une femme occupée, » commença Bernard en ouvrant un dossier sur la table. « Mon client, qui insiste sur un anonymat complet, m'a chargé de faciliter cette subvention. Il y a très peu de conditions. Les fonds seront déposés sur un compte de votre choix le 1er de chaque mois. L'argent est à vous, non imposable, pour en faire ce que vous voulez. » L'esprit de Clara tournait à plein régime. C'était réel. C'était vraiment réel. 5 000 € par mois. Pendant 1 an, corrigea Bernard, son visage impassible. Pourquoi? Le mot lui échappa. La seule question qui la tourmentait. Pourquoi moi?
Je ne comprends pas. Je ne suis personne. Maître Arthur Bernard la regarda, et pour la première fois, une lueur de quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. Mon client croit en la récompense de certaines qualités. L'intégrité, la résilience, la grâce sous pression. Disons simplement que vous avez été observé faisant preuve de ces qualités dans une situation éprouvante. La scène avec Henri Duval. Ça devait être ça. Le souvenir fit passer une nouvelle vague d'humiliation en elle. Donc, quelqu'un d'autre l'avait vu. Quelqu'un avec une quantité obscène d'argent. L'homme qui a laissé le pourboire, affirma Clara plus qu'elle ne demanda. Bernard haussa légèrement les épaules, de manière non committale. Comme je l'ai dit, mon client insiste sur l'anonymat. C'est la condition principale. Il fit glisser un document sur la table. C'est un accord simple. Il stipule que vous ne ferez aucune tentative pour découvrir l'identité de votre bienfaiteur ou pour rendre public cet arrangement. Un simple accord de non-divulgation. Tout semblait trop simple, trop propre. Il devait y avoir un piège. C'est tout? Je signe juste ça et un étranger me donne 60 000 €? Pourquoi? Pour être vous, mademoiselle Dubois, dit Bernard, sa voix plate. Il ajouta ensuite un dernier détail. Il y a une petite demande supplémentaire, bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante. Mon client apprécierait une brève lettre d'une page envoyée à mon bureau chaque mois. Pas un compte-rendu financier, mais un compte-rendu personnel. Quelques paragraphes sur comment les choses se passent, comment va votre famille, comment vous utilisez votre temps. Considérez cela comme une mise à jour personnelle pour un investisseur silencieux dans votre bien-être. C'était ça, le piège. Ce n'était pas financier. C'était personnel. Cela semblait étrange, intrusif, comme si elle était une sorte de projet, une expérience sociale à observer et sur laquelle on devait faire un rapport à distance. Elle regarda le contrat, puis le visage illisible de Bernard, et enfin par la fenêtre la vaste cité indifférente en contrebas. C'était un carrefour bizarre, incroyable, qui changeait la vie. Elle pouvait s'en aller, retourner à son monde de dettes écrasantes et de désespoir silencieux, où elle pouvait signer le papier, accepter l'argent d'un mystérieux marionnettiste et échanger un petit morceau de sa vie privée contre l'avenir de sa famille. « Puis-je avoir une journée pour y réfléchir » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Bien sûr, » dit maître Arthur Bernard en joignant ses doigts. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Mais son ton impliquait qu'il savait déjà quelle serait sa réponse. Clara quitta le cabinet d'avocat dans un état second. L'air stérile du 40e étage s'accrochait à elle comme un parfum étrange. Elle marcha pendant des pâtés de maison sans direction, l'accord de non-divulgation et l'arrangement proposé pesant lourdement dans son sac à main. La lettre mensuelle. C'était la partie qui la dérangeait le plus. Cela changeait la dynamique d'un simple cadeau anonyme en une relation continue, bien qu'unilatérale. Elle écrirait des lettres à un fantôme, un bienfaiteur sans visage qui avait, pour une raison quelconque, mis sa vie sous un microscope. Elle en discuta avec sa mère ce soir-là. Sophie, toujours pragmatique, née de l'adversité, voyait les choses différemment. Une lettre par mois. Clara, j'écris une liste de courses plus longue chaque semaine. Où est le mal? Tu dis à cette personne que nous sommes reconnaissants, que Léo va un peu mieux, que tu es moins stressé. Ce n'est rien. Pour 60 000 €, je leur écrirai un roman. Marie avait un point de vue similaire. Pense-y comme un journal intime, mais que tu envoies à un riche excentrique. Qu'est-ce que ça peut faire, Clara? C'est la chance que tu attendais. Ne laisse pas ta fierté te barrer la route. Sa fierté. Était-ce cela? Cela ressemblait plus à de l'autopréservation. Sa vie était déjà si exposée financièrement, émotionnellement, l'idée de jouer sa vie pour un public invisible lui semblait invasive. La décision, cependant, fut prise pour elle 2 jours plus tard. Elle était à la maison lors de son jour de congé lorsque l'appel du pneumologue de Léo arriva. Les résultats de son dernier test de fonction pulmonaire étaient arrivés, et il n'était pas bon. Son VEM, une mesure clé de la quantité d'air qu'il pouvait expirer de force en une seconde, était tombé en dessous de 40%. C'était un seuil critique, la ligne entre une maladie modérée et sévère. Le médecin parlait en termes cliniques calmes de l'augmentation de sa thérapie de dégagement des voies respiratoires et du début d'un nouvel antibiotique puissant, mais Clara pouvait entendre l'urgence non dite. Après l'appel, elle trouva Léo dans sa chambre, non pas en train de jouer à son jeu vidéo, mais simplement assis sur son lit, fixant le mur. Le masque du nébuliseur, toujours présent, était sur la table de chevet à côté de lui. « Eh » dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui. « J'ai entendu » dit-il, sa voix rauque. « Mon état s'aggrave, n'est-ce pas ?» Le cœur de Clara se brisa. « Non, Léo. C'est juste un contretemps. On va se battre.
On le fait toujours. J'en ai marre de me battre, murmura-t-il. Et pour la première fois, Clara vit non seulement la maladie chez son frère, mais un véritable désespoir. J'en ai marre d'être le gamin malade. J'en ai marre que toi et maman travailliez si dur et que vous soyez toujours fauchés à cause de moi. Ne dis jamais ça, dit-elle férocement en le serrant dans ses bras. Jamais. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la raison pour laquelle nous nous battons. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, écoutant le rythme tendu de sa toux venant de la pièce voisine, toutes ses réserves concernant la subvention s'évaporèrent. Sa fierté, ses soupçons, son malaise. C'étaient des luxes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le désespoir de Léo était une alarme incendie qu'elle ne pouvait ignorer. Il ne s'agissait plus d'elle. Le lendemain matin, elle appela le bureau de maître Arthur Bernard et dit qu'elle acceptait. Le premier virement de 5 000 € apparut sur son compte bancaire 2 jours plus tard. Regarder le chiffre sur son application bancaire lui semblait surréaliste. C'était un coussin, un filet de sécurité, une profonde respiration stabilisatrice après des années à retenir la sienne. Son premier acte fut de rembourser intégralement leur carte de crédit au taux d'intérêt le plus élevé. Son deuxième fut de dire à son responsable de l'agence de promenade de chiens qu'elle ne reviendrait pas. Son troisième, et le plus satisfaisant, fut d'acheter une semaine de courses sans vérifier le prix d'un seul article. Elle acheta à Léo les milkshakes protéinés coûteux qu'il aimait mais qu'il pouvait rarement se permettre. Elle acheta à sa mère un flacon de la bonne crème pour les mains qu'elle adorait. De petites choses, mais qui semblaient monumentales. Fidèle à sa parole, à la fin du mois, elle s'assit pour écrire la première lettre. Elle était maladroite et guindée. « Cher bienfaiteur, je vous écris comme demandé par maître Bernard. Merci pour le premier versement. Il a déjà fait une différence significative pour ma famille. Ma mère est moins inquiète, et j'ai pu acheter des compléments nutritionnels pour mon frère, Léo, qui, nous le croyons, l'aide. J'ai également pu quitter mon deuxième emploi, ce qui me donne plus de temps pour être à la maison avec lui. Les choses vont mieux. Merci. Sincèrement, Clara Dubois. » Elle la posta, ayant l'impression d'envoyer un message dans le vide. Les 2 mois suivants s'installèrent dans une nouvelle routine, plus gérable. La panique constante et lancinante à propos de l'argent s'estompa, remplacée par un bourdonnement de bas niveau d'anxiété concernant la santé de Léo. La subvention ne guérissait pas sa maladie, mais elle enlevait la couche étouffante de stress financier qui avait rendu tout 10 fois plus difficile. Clara commença même à sourire davantage au travail. Elle se sentait plus légère. Ses lettres mensuelles devinrent un peu plus personnelles. Elle écrivit sur une chose amusante que Léo avait dite, sur un film qu'elle et sa mère avaient regardé, sur les saisons changeantes vues depuis la fenêtre de la cuillère dorée. Elle n'écrivit jamais sur leur peur ou les rendez-vous chez le médecin. Elle gardait un ton léger, un instantané choisi d'une vie rendue plus facile, exactement comme elle supposait que le bienfaiteur le voudrait. Puis, au 4e mois, tout changea de nouveau. Léo attrapa un rhume qui, pour lui, dégénéra rapidement en une grave infection pulmonaire. Il fut admis à l'hôpital pour une pneumonie, sa respiration saccadée, ses niveaux d'oxygène dangereusement bas. Clara et sa mère passèrent leur journée dans la chambre d'hôpital stérile de couleur beige, à regarder les chiffres sur les moniteurs, leur vie se rétrécissant à l'espace de ces 4 murs. L'argent de la subvention fut une bénédiction, permettant à Clara de prendre un congé sans solde sans hésiter. Mais il était impuissant face au virus qui attaquait les poumons de son frère. Un après-midi, un nouveau médecin entra dans la chambre. Elle était plus jeune que le pneumologue habituel de Léo, avec des yeux vifs et intelligents et un air d'autorité. Compatissante. Son badge indiquait « Docteur Isabelle Fournier ». La tête de Clara se redressa brusquement. « Docteur Fournier ». Le nom des articles, la responsable de la recherche sur la nouvelle thérapie modulatrice. « Vous êtes » commença Clara. « Je suis médecin consultant à cet étage », dit gentiment le docteur Fournier. « J'ai examiné le cas de Léo avec le docteur Evans. Il a une infection à Pseudomonas très persistante. Nous la traitons agressivement avec des antibiotiques 4, mais sa fonction pulmonaire sous-jacente est, comme vous le savez, très faible. » Elle tira une chaise, leur parlant non pas comme une figure d'autorité distante, mais comme une partenaire dans les soins de Léo. Elle expliqua les défis, les risques, puis elle prononça les mots qui changèrent tout. Léo est exactement le type de patient pour lequel mes recherches sont conçues. La nouvelle thérapie modulatrice combinée, VX-771, a montré des résultats remarquables chez les patients présentant ces mutations génétiques spécifiques. Elle ne traite pas seulement les symptômes, elle corrige le défaut fondamental de repliement des protéines au niveau cellulaire. « Nous savons, » dit Sophie, sa voix épaisse d'émotion. « Nous avons lu à ce sujet. Mais notre mutuelle ne le couvre pas. Ils appellent ça expérimental.
C'est techniquement le cas, reconnut le docteur Fournier, mais nous avons un programme d'usage compassionnel pour les cas critiques. Le problème est que la liste d'attente est de plus d'1 an, et la société pharmaceutique qui le produit facture un montant astronomique. Clara sentit le désespoir familier la submerger. Une autre porte d'espoir fermement verrouillée. Cependant, continua le docteur Fournier en se penchant en avant, il y a une autre voie. L'ensemble de mon programme de recherche, y compris les places pour usage compassionnel, est financé par une fondation privée, la Fondation Éléonore Moreau pour les maladies pédiatriques rares. Ils me permettent parfois de recommander personnellement un patient pour une inclusion immédiate, en contournant la liste, si les circonstances sont critiques et que je crois que le potentiel d'amélioration est élevé. Ils couvrent tous les frais. Clara et Sophie la fixèrent, sans voix. J'ai examiné les dossiers de Léo ces 2 derniers jours, dit le docteur Fournier. Il est un candidat parfait. Je veux présenter son nom au conseil d'administration de la Fondation. L'espoir, féroce et aveuglant, submergea Clara. Vous feriez ça? Oui, dit le docteur Fournier. Je ne peux faire aucune promesse. Le directeur de la Fondation a le dernier mot, mais je crois que Léo a un dossier très solide. Cette nuit-là, pour la première fois en 1 semaine, Clara ressentit un sentiment de possibilité. La Fondation Éléonore Moreau. Elle n'en avait jamais entendu parler, mais le nom lui resta en tête. Quand elle rentra à la maison pour quelques heures de sommeil, elle s'assit pour écrire sa lettre mensuelle à son bienfaiteur anonyme. Cette fois, c'était différent. Tout l'artifice tomba. Elle n'écrivit pas sur des anecdotes amusantes ou les saisons changeantes. Elle écrivit la vérité. Cher bienfaiteur, je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous avez choisi de nous aider, mais je sens que je dois vous dire ce qui se passe. Mon frère Léo est à l'hôpital. Il est très malade. Nous commencions à perdre espoir. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré un médecin nommé Isabelle Fournier. Elle dirige un programme de recherche pour une nouvelle thérapie qui pourrait sauver la vie de Léo. Elle le recommande pour une place spéciale d'usage compassionnel financée par quelque chose appelé la Fondation Éléonore Moreau. Cela ressemble à un miracle, une chance sur 1 million. Nous prions tous pour que cette fondation dise oui. Je sais que ce n'est pas ce que vous vous attendiez à entendre. Je sais que c'est probablement plus que ce que vous vouliez savoir, mais en ce moment, c'est tout mon univers. Merci pour la subvention. Grâce à vous, je peux être à ses côtés au lieu de servir des cafés. Vous nous avez donné la capacité de faire face à cela sans nous soucier du loyer. Vous nous avez fait un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser. Sincèrement, Clara Dubois. Elle scella l'enveloppe et l'envoya. Un appel brut, désespéré, lancé dans l'inconnu. Elle n'avait aucune idée que c'était une bouteille à la mer qui était sur le point d'arriver directement sur le rivage du seul homme qui pouvait changer le cours des choses. Julien Moreau était assis dans son immense bureau à domicile, une pièce lambrissée d'acajou sombre et bordée de livres. L'espace, donnant sur un jardin privé et manucuré de son hôtel particulier de l'avenue Montaigne, était son sanctuaire et sa prison. Il était rempli de souvenirs d'Éléonore. Son fauteuil préféré était près de la cheminée, vide. Son portrait, peint une décennie plus tôt, était accroché au-dessus de la cheminée, ses yeux chauds et intelligents semblant le suivre. Sur son grand bureau épuré se trouvait une seule enveloppe, livrée en main propre par le bureau de Maître Bernard. C'était la 4e lettre de Clara. Il avait lu les 3 précédentes avec un sentiment de satisfaction détaché. Elles étaient polies, reconnaissantes et confirmaient son évaluation initiale. Elle utilisait l'argent de manière responsable, trouvait un soulagement, et son caractère restait intact. Les lettres étaient une confirmation que son investissement était judicieux. Mais celle-ci était différente. Il l'ouvrit et la lut. Alors que ses yeux parcouraient son écriture soignée et sincère, sa distance émotionnelle soigneusement construite s'effrita. Léo à l'hôpital, perdant espoir. Docteur. Isabelle Fournier, Fondation Éléonore Moreau. Julien posa la lettre, sa main tremblant légèrement. C'était comme si 2 lignes parallèles distinctes dans son univers avaient soudainement et incroyablement convergé. Le travail du docteur Fournier était son projet passion, la partie la plus significative de ses efforts philanthropiques. Il avait créé la fondation au nom d'Éléonore parce qu'elle avait été une ardente défenseur de la santé des enfants. Il siégeait au conseil d'administration. Il était le directeur. Il avait le dernier mot. Il relut la lettre. L'honnêteté brute, le désespoir, la gratitude, tout y était. Ce n'était pas un rapport de projet. C'était l'âme d'une jeune femme mise à nu. Il leva les yeux vers le portrait d'Éléonore. Il pouvait presque entendre sa voix, claire comme le jour. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Julien ?» Il décrocha sa ligne privée et composa le numéro de Maître Bernard. « Arthur, annulez mon après-midi.
Et j'ai besoin que vous organisiez une réunion avec Mademoiselle Dubois. Pas à votre bureau. Au siège de la Fondation, demain à 14 heures. Et Arthur, je serai là. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. En êtes-vous certain, Julien? L'ensemble de l'arrangement reposait sur l'anonymat. J'en suis certain, dit Julien, sa voix ferme. Les choses ont changé. Il est temps. Le lendemain, Clara reçut un appel de la secrétaire de Maître Bernard. La voix nette et formelle demandait sa présence à une réunion concernant une mise à jour urgente de sa subvention. On lui donna une adresse, non pas celle du cabinet d'avocat, mais un majestueux hôtel particulier près de la place des Vosges. La plaque près de la porte, en laiton élégant et discret, indiquait « Fondation Éléonore Moreau ». Le cœur de Clara martelait contre ses côtes. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Sa lettre avait-elle été transmise d'une manière ou d'une autre? Avait-elle des ennuis pour avoir outrepassé ses droits? Son esprit s'emballa avec un millier de possibilités anxieuses alors qu'elle prenait le métro. Elle fut conduite dans une bibliothèque calme et ensoleillée. Ce n'était pas un bureau. C'était chaleureux et accueillant, rempli de livres et de meubles confortables. Une femme lui offrit du thé, qu'elle accepta d'une main tremblante. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Maître Bernard entra, son expression aussi sévère que jamais. Mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un homme qu'elle reconnut instantanément. Pas des journaux, pas d'un magazine. De la banquette du coin. C'était Monsieur Mardy. Clara se leva si rapidement que sa chaise racla contre le parquet. Elle le fixa, son esprit refusant de faire le lien. L'homme silencieux et triste du bistrot, celui qui buvait du café et de la soupe, était ici. Avec l'avocat, au siège de la Fondation qui tenait la vie de Léo entre ses mains. « Clara », dit l'homme, sa voix douce, exactement comme elle s'en souvenait. « Veuillez vous asseoir. Je m'excuse pour la supercherie. Mon nom est Julien Moreau. » Clara se laissa retomber sur sa chaise, sa tasse de thé cliquetant dans sa soucoupe. « Vous » murmura-t-elle, regardant de lui à Bernard et de nouveau à lui. « Le pourboire, la subvention, c'était vous. » « Oui », dit Julien en prenant le siège en face d'elle. Maître Bernard se tenait discrètement près de la porte. « C'était moi. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi moi ?» Julien se pencha en avant, ses yeux bienveillants. « Je vais vous raconter une histoire, si vous le permettez. Il y a des années, ce bistrot, la Cuillère Dorée, n'était qu'un petit restaurant. C'est là que j'ai emmené ma femme, Éléonore, pour notre premier rendez-vous. Nous étions jeunes. Nous n'avions rien. Après son décès, j'ai commencé à y retourner, juste pour m'asseoir et me souvenir. » Il désigna un portrait sur le mur. Pas celui de son bureau, mais un plus petit, plus intime, d'une femme souriante et vibrante. C'était la femme de ses histoires, la force invisible dans la pièce. « J'ai commencé à vous remarquer, » continua-t-il. « J'ai vu à quel point vous travailliez dur. J'ai vu comment vous traitiez tout le monde avec la même gentillesse et la même dignité, qu'il s'agisse d'une famille bruyante ou d'un vieil homme seul. Vous n'avez jamais laissé le stress de votre travail dégrir votre esprit. Vous me rappeliez tellement elle. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Éléonore croyait que le caractère était la seule vraie monnaie. Je voulais vous aider, mais je voulais le faire à sa manière, pas juste une aumône. Alors, je vous ai mise à l'épreuve. Je n'en suis pas fier, mais j'ai demandé à Monsieur Duval, que je savais être un homme difficile, de vous faire vivre un enfer. Je voulais voir ce qui se passerait quand vous seriez poussé à bout. Clara repensa à cet horrible après-midi, le vin renversé, l'humiliation cuisante. Vous avez vu ça. J'ai tout vu, dit doucement Julien. J'ai vu comment vous avez absorbé sa cruauté et répondu avec professionnalisme des grâces. Je vous ai vu rester digne quand il a essayé de vous rabaisser. Et j'ai su alors que mon instinct à votre sujet était juste. Vous avez un noyau d'intégrité que l'argent ne peut pas acheter. Il prit sa lettre sur la table à côté de lui. Et puis, j'ai reçu ceci. Le visage de Clara s'empourpra. Quand j'ai lu que le docteur Fournier voulait aider votre frère, quand j'ai vu le nom de ma propre fondation dans votre lettre, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence. C'était quelque chose de plus. C'était un signe que je devais arrêter de me cacher dans l'ombre. Il la regarda droit dans les yeux, son regard inébranlable. Clara, la fondation Éléonore Moreau est ma fondation. Je suis le directeur. J'ai lu la recommandation du docteur Fournier pour Léo ce matin. Il n'y a pas de liste d'attente pour lui. Il n'y a pas de conseil à convaincre. La réponse est oui. Nous couvrirons tout. Le traitement, le séjour à l'hôpital, tous les coûts associés. Tout. La pièce sembla basculer.
Les mots frappèrent Clara avec la force d'une vague physique, emportant des années de peur et d'anxiété en une seule vague écrasante. Des larmes, qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle retenait, commencèrent à couler sur son visage. Ce n'était pas seulement du soulagement. C'était un sentiment profond, bouleversant, d'incrédulité, d'un monde qui s'était soudainement redressé de la manière la plus impossible qui soit. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle à travers ses larmes. Vous n'avez rien à dire, dit Julien, ses propres yeux brillants. Éléonore disait toujours, ne donnez pas seulement un poisson aux gens, donnez-leur une canne à pêche. La subvention était le poisson, pour vous aider à tenir le coup. Mais ceci est la canne à pêche. Et j'ai une autre proposition à vous faire, quand vous serez prête. Clara le regarda, le visage de l'homme qui avait été un habitué silencieux, un bienfaiteur mystérieux, et qui était maintenant, incroyablement, le sauveur de sa famille. Sa vie, et celle de Léo, ne seraient plus jamais les mêmes. Le test était terminé, et un nouveau chapitre, qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, était sur le point de commencer. Les semaines qui suivirent la révélation à la Fondation furent un tourbillon d'espoir devenu réalité. Léo fut immédiatement inscrit au programme du docteur Fournier. Les piles intimidantes de paperasse et les barrières financières qui avaient défini leur vie se dissolvèrent tout simplement. Il commença la nouvelle thérapie modulatrice, une paire de pilules prises chaque matin, et le changement fut tout simplement miraculeux. Ce ne fut pas une guérison du jour au lendemain, mais une ascension régulière et indéniable depuis les profondeurs. Sa toux persistante et rauque s'adoucit en une quinte occasionnelle. La couleur revint sur ses joues, et avec elle une lueur dans ses yeux que Clara n'avait pas vue depuis des années. Pour la première fois, leur petit appartement ne fut pas rempli du son d'un nébuliseur, mais du rire facile de Léo. 2 mois plus tard, la santé de Léo étant stable et s'améliorant de jour en jour, Julien Moreau invita Clara à le rencontrer. Il choisit un lieu familier, la banquette du coin à la cuillère dorée. Le voir là, à l'endroit où leur histoire avait commencé, donnait l'impression de boucler une boucle. « Vous avez l'air heureuse, Clara, » dit Julien, son sourire sincère. « Je le suis, » répondit-elle. « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Julien, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Voir Léo aller mieux est tout le remerciement dont j'ai besoin, dit-il doucement. Mais cela nous amène à l'avenir. La subvention que j'ai établie pour vous arrivera à son terme. Je pourrais simplement la renouveler, mais je ne crois pas que ce soit ce que vous voulez vraiment. Vous êtes une personne d'action et d'intégrité, pas quelqu'un qui se contente d'être une bénéficiaire passive. Il avait raison. La sécurité avait été une bénédiction, mais elle aspirait à un but. La Fondation Éléonore Moreau fait plus que financer la recherche, poursuivit Julien, son ton passant de l'amical au déterminé. Nous avons une grande division de sensibilisation communautaire pour soutenir les familles. Il la voyait non pas comme un projet à sauver, mais comme une personne de valeur à embaucher. Oui, dit-elle, sa voix claire et ferme. Je serais honoré. Quelques mois plus tard, Clara s'épanouissait dans son nouveau rôle. Un après-midi, elle assista à une réunion de haut niveau où des entreprises externes présentaient leurs offres pour gérer la dotation de la Fondation. Alors que les gestionnaires d'investissement entraient, une silhouette familière et arrogante s'avança au premier plan. C'était Henri Duval. Il commença sa présentation, ignorant la présence de Clara. Il était lisse, confiant et totalement inconscient du jugement auquel il allait être confronté. Quand il eut terminé, il regarda Julien, s'attendant à des éloges. Julien resta silencieux un instant, son regard indéchiffrable. Puis il parla, sa voix calme mais portant le poids du commandement. « Monsieur Duval, vos chiffres sont convaincants. Cependant, cette fondation est bâtie sur un principe bien plus important que les rendements du marché. Ce principe est l'intégrité. » Le sourire suffisant de Duval vacilla. « Le caractère, » poursuivit Julien, « se révèle dans la façon dont vous traitez les gens que vous croyez inférieurs à vous. J'ai eu l'occasion d'être témoin de votre caractère il y a quelques mois dans un bistrot. Vous avez été cruel et humiliant envers une serveuse pour votre propre amusement. » Le visage de Duval devint blanc comme un linge alors que ses yeux parcouraient la pièce et se posèrent finalement sur Clara. À cet instant, la serveuse qui l'avait terrorisée et la professionnelle posée de l'autre côté de la table fusionnèrent dans son esprit. L'horreur de son erreur de calcul était peinte sur son visage. « La Fondation Éléonore Moreau est un héritage de compassion, » déclara Julien, sa voix devenant d'acier. « Nous ne placerions jamais cet héritage entre les mains d'un homme qui en possède si peu. Nous n'irons pas de l'avant avec votre entreprise. Merci pour votre temps. » Sans voix et humilié, Henri Duval rassembla ses affaires et s'enfuit pratiquement de la pièce. Clara ne ressentit pas une vague de victoire, mais une affirmation silencieuse que la décence avait gagnée.
Sa vie avait été irrévocablement changée, non pas par un simple acte de générosité, mais par une profonde reconnaissance de sa valeur. Julien Moreau ne l'avait pas seulement sauvé d'une vie de lutte. Il lui avait donné le pouvoir d'en construire une nouvelle, brique par brique, avec un but et une dignité. L'histoire de Clara Dubois est un puissant rappel que notre véritable caractère n'est pas défini par les grands gestes que nous faisons, mais par les petits actes de gentillesse, de patience et d'intégrité que nous montrons chaque jour, surtout lorsque nous sommes sous pression. Un seul moment de grâce, vu par la bonne personne, a débloqué un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il ne s'agissait pas de gagner à la loterie. Il s'agissait de mériter une reconnaissance qui était attendue depuis longtemps. Sa vie a été changée à jamais, non seulement par l'argent, mais par l'opportunité de transformer ses propres luttes en une source de force et d'espoir pour les autres. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été témoin d'un acte de gentillesse de la part de quelqu'un qui méritait une plus grande récompense? Croyez-vous que le caractère est toujours la monnaie la plus précieuse dans notre monde moderne? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, veuillez donner un « j'aime » à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les bonnes actions ne passent pas inaperçues. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous avons tellement d'autres histoires de vie incroyables à partager avec vous. Des histoires qui prouvent que l'espoir, la décence et les héros inattendus sont tout autour de nous.